Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Bertrand Cassoret. Vous publiez Transition énergétique avec Jacques Foss. Alors Bertrand Cassoret, vous êtes ingénieur et docteur en génie électrique, vous êtes maître de conférences à l'université d'Artois. Vos travaux de recherche traitent de l'efficacité énergétique et votre livre est passionnant parce qu'il est novateur quand il traite ce terme de la transition énergétique. Généralement, quand on parle de la transition énergétique, vous avez ceux qui nous disent les yeux fermés, fonçons, klaxonnons, allons-y, il n'y a pas de mur, il faut y aller à fond et tout ira mieux dans le meilleur des mondes demain. Vous avez de l'autre côté les climato-sceptiques. Et vous, finalement, vous avez une position qui jusque-là était peu exprimée. Vous estimez déjà dans votre vie nécessaire cette transition énergétique, ça vous le dites clairement. Vous dites clairement que tous les travaux avec l'inquiétude que l'on entend un peu partout, eh bien, cette inquiétude est légitime, mais simplement, vous dites que les outils que l'on utilise pour cette transition énergétique, à savoir par exemple les éoliennes, eh bien, sont inefficaces vu notre mode de vie actuel. Est-ce en résumé votre discours, Bertrand Cassoret ? Oui, merci. Ça résume assez bien ma position. En effet, je pense que on met beaucoup en avant quelques réalisations symboliques. Les éoliennes en font largement partie, mais ça représente très très peu de choses par rapport à notre énorme consommation d'énergie. Par rapport à la nécessité d'une énergie abondante pour faire fonctionner une société développée, évoluée comme celle dans laquelle nous avons la chance de vivre. Et je crains que dans le futur, l'abondance d'énergie fossile qui nous permet de vivre si confortablement, et bien que cette abondance se termine par la force des choses. Non seulement parce qu'il y a la pollution et le réchauffement climatique qui nous obligent à en consommer moins, mais aussi tout simplement parce qu'un jour ou l'autre, la croissance de ces consommations ne pourra plus perdurer parce qu'il s'agit de stocks finis, les énergies fossiles, et que nous n'avons, à mon avis, aucune technologie qui ait le niveau, qui soit prête. Même un ensemble de technologies, l'ensemble des technologies dont nous disposons actuellement ne permettront, à mon avis, pas de faire la moitié du quart du chemin pour les remplacer. Et oui, ça m'inquiète énormément. Donc j'ai un message qui est pas franchement optimiste par rapport à tout ça. Et je pense qu'il y a une oui, il faut vraiment relativiser aujourd'hui l'apport des énergies renouvelables. Mon objectif, c'est pas de critiquer les énergies renouvelables, j'en critique un petit peu, mais c'est surtout de montrer qu'elles représentent peu par rapport à ce dont nous avons besoin. Ça ne changera pas grand-chose. Et paradoxalement, on consomme de plus en plus d'énergie dans notre vie quotidienne. La preuve, par exemple, Bertrand Cassoret, la conversation que nous avons en ce moment pour faire cet enregistrement à la radio, on est sur des lignes, on est sur de la haute définition, on transite par des réseaux informatiques, ce qui nous permet d'avoir une qualité de son qui est bien meilleure que si c'était une ligne de cuivre. Mais finalement, on se dit qu'on consommerait beaucoup moins d'énergie, ou pratiquement pas du tout, si on avait cette conversation sur des lignes de cuivre. On commande par Internet en pensant être dans le coup. Dans la nouvelle économie, ça consomme plus d'énergie que si on allait chez son épicier du coin. On envoie un mail, paradoxalement, le flot de courriel et de taux de réponse consomme plus que si on faisait appel à notre facteur. Mais bien sûr, oui, on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie que nous consommons au quotidien et à quel point nous en sommes dépendants. Et l'informatique en fait partie. Les data centers qui stockent les données informatiques, par exemple, sont extrêmement consommateurs d'électricité. Et puis tous les appareils qu'on utilise ont nécessité énormément d'énergie pour être fabriqués, avec des matériaux qui ont nécessité des minerais qui n'ont pu aussi être exploités que grâce à des quantités d'énergie abondantes. Pareil pour le transport. Et finalement, dans nos pays riches, on a de moins en moins d'usines. Mais ces usines, elles ont été ailleurs, elles sont parties ailleurs, dans les pays essentiellement asiatiques, qui forcément, eux, consomment énormément d'énergie. Donc nous, à l'échelle, dans les pays riches, on est à peu près stable en consommation d'énergie. Ça fait une bonne dizaine d'années
que la croissance économique étant balbutiante, notre consommation d'énergie est à peu près stable. Mais par contre, dans les pays en développement qui nous fournissent et qui nous fabriquent tous les appareils que nous utilisons, eh bien là, la consommation d'énergie, évidemment, est en très forte hausse. Et là, c'est très inquiétant parce que la consommation qui est en hausse, c'est bien sûr le pétrole, le gaz et le charbon, qui sont des énergies très polluantes. Non seulement par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui amplifient, disons, le réchauffement climatique, mais également on l'oublie par rapport à toutes les pollutions qu'elles génèrent dès maintenant. La pollution due aux énergies fossiles avec des particules fines, des oxydes d'azote, c'est au bas mot des centaines de milliers de décès prématurés chaque année dans le monde à l'heure actuelle. Je ne parle pas des conséquences futures du réchauffement climatique. Et vous touchez... A contrario, oui. Non, a contrario, notre consommation d'énergie abondante a permis d'améliorer nos conditions de vie et a fait qu'aujourd'hui, on a une espérance de vie qui, dans les pays riches, est bien meilleure. Donc c'est un peu tout le paradoxe. Je dirais qu'on montre que dans les pays pauvres, dans les pays qui sont des pays qui consomment peu d'énergie et qu'on vit pas longtemps dans les pays peu consommateurs d'énergie. Mais on s'aperçoit que plus on en consomme, plus on vit longtemps, mais en même temps plus on pollue et plus on cause des maladies qui peuvent finalement jouer sur la santé et avoir l'effet inverse de l'effet qui était escompté au départ. C'est tout le paradoxe et la complexité de ces histoires. Qu'est-ce qui fera le moins de morts? Est-ce que c'est le manque d'énergie ou est-ce que c'est la pollution et le réchauffement climatique ou est-ce que c'est une catastrophe nucléaire de temps en temps? Bon voilà, c'est un petit peu la question que je me pose. Difficile d'y répondre avec certitude, mais en tout cas, je pense qu'on a le choix entre trois grandes possibilités. Continuer à consommer goulûment les énergies fossiles comme on le fait actuellement. Il faut rappeler que 80% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile. Donc, soit on continue, c'est la voie qu'on est en train de prendre de toute façon, jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus. Tant qu'on y arrive, on continue. Soit on restreint notre consommation d'énergie énormément, et donc ça, c'est un peu ce que proposent les scénarios du style négawatt. Et on doit à ce moment-là envisager la décroissance économique avec des restrictions qui seront très difficiles à accepter, voire on peut avoir des révoltes sociales liées à la baisse de la consommation d'énergie qui entraînera forcément une baisse du pouvoir d'achat, une baisse du niveau de vie. Ou alors la troisième solution, c'est de développer à très grande échelle l'énergie nucléaire. Ça n'empêche pas de développer les renouvelables, mais ça ne sera pas suffisant. Le nucléaire étant une possibilité que certains pays riches comme la France peuvent se payer pour avoir une énergie en quantité abondante, avec les risques qu'on connaît. Et puis évidemment, c'est une solution, bien que je défende le nucléaire, qui peut pas être, développé à grande échelle partout. On va pas demander à tous les pays pauvres de construire des... J'y crois pas trop non plus. Le dilemme est très compliqué. Et il y a aussi l'approche morale, comme vous le dites, parce que comme vous le dites, ça nous renvoie à l'actualité, évidemment, avec les Gilets jaunes. On n'est même pas dans une phase de décroissance, on est dans une phase simplement, on a voulu mettre une petite taxe pour commencer, j'allais dire, de faire 1 millimètre sur un chemin qui serait un chemin d'1 kilomètre. Je crois même que c'est à peu près cette échelle. Et déjà, tout est bloqué depuis 3 mois en France. Alors on n'imagine pas ce que ce serait si on avait fait 500 mètres. Et en plus... Oui. Le gros truc qui m'inquiète, que j'entends beaucoup actuellement, c'est qu'il faudrait pas s'en prendre aux petites gens, il faudrait s'en prendre aux gros industriels qui polluent. Pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait s'en prendre à Total, etc. Le problème, c'est que si on fait ça, ça marchera pas. On ne peut pas limiter le réchauffement climatique en s'en prenant uniquement aux gros industriels, tout simplement parce que les gros industriels, s'ils polluent, c'est parce qu'ils nous vendent des produits qu'on achète, qu'on utilise. Et en particulier, si on pense au carburant, limiter le réchauffement climatique, c'est limiter le nombre de véhicules particuliers sur les routes. Le réchauffement climatique en France, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Et la majorité de ces transports, c'est pas des camions, c'est des voitures particulières.
Donc, ça veut dire que, effectivement, si on veut lutter contre le réchauffement climatique en France, eh bien, il faut commencer par lutter contre les véhicules, contre les déplacements des particuliers. Et ça, effectivement, c'est très compliqué, hein. Moi, le premier, j'utilise ma voiture pour me déplacer. Et ça veut dire qu'il faudrait vraiment un changement de société que je crois extrêmement compliqué à imposer, enfin imposer, non, justement à ne pas imposer, hein, à réaliser en démocratie. Et c'est là que les tensions apparaissent forcément, parce que le pétrole et les énergies fossiles, d'une manière générale, ce sont des miracles de la nature que nous avons goulûment consommés depuis une bonne centaine d'années. Ça nous a permis de nous développer comme jamais on ne s'était développé. Ça nous a permis d'améliorer énormément notre qualité de vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans des conditions de vie précaires, j'en ai conscience, mais essayons de nous souvenir, enfin, si on peut dire, de la façon dont vivaient les gens au début du 19e siècle. L'espérance de vie, c'était à peu près 35 ans. Et indéniablement, on a eu d'énormes progrès dans les pays riches. On vit, la plupart des gens aujourd'hui habitent un logement décent et mangent tous les jours. Ont accès aux soins médicaux, ont accès à l'éducation pour les enfants, voire à la culture et aux loisirs. Ça ne peut pas exister, cette société-là, sans une énergie abondante. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la vie? La plupart des gens, dans notre société, en France, on passe très peu de temps dans l'agriculture, on passe très peu de temps dans la fabrication de biens, et pourtant, l'agriculture, la nourriture et les biens abondent. La plupart des gens occupent des emplois tertiaires. Chercher, enseigner, gérer, communiquer, soigner, aider. C'est ça les emplois d'aujourd'hui. Il y a du chômage, mais en même temps, le fait qu'on ait une société d'emplois tertiaires, c'est merveilleux d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on peut se permettre le luxe de payer les gens à réfléchir, au lieu d'avoir des gens qui se cassent la tête à avoir des boulots physiques difficiles. Et ça a été possible parce qu'on a des machines qui nous aident à travailler à notre place, et parce qu'on a des moyens de transport qui optimise tout ça. Et cette société-là ne peut pas exister sans une énergie abondante, j'en suis absolument convaincu. Et donc, forcément très inquiet, parce que ça veut dire qu'il va falloir contraindre ou forcer revenir en arrière d'une certaine manière, et avec d'énormes difficultés sociales qui s'annoncent dans le futur, pour des raisons physiques. Bien sûr, et puis en plus, il est toujours facile pour celui qui habite à Saint-Germain-des-Prés, de dire, toi qui habites à la campagne, arrête de prendre ta voiture parce que tu pollues, mais le gars qui habite à Saint-Germain-des-Prés prend une station de métro pour aller travailler ou va à pied. Voilà, et donc là, c'est facile de donner une leçon de morale à l'autre. Bien sûr. Et on est dans cette impasse. Bien sûr, il y a quasiment une impasse, oui. Alors, et puis même celui qui n'a pas de voiture, faut bien se rendre compte que le métro lui aussi n'existe parce qu'on a des aciéries qui consomment énormément d'énergie. Le métro consomme lui aussi énormément d'électricité. Et puis encore une fois, quand on a un emploi tertiaire dans un bureau, on peut se permettre d'avoir cet emploi, une société d'emploi tertiaire, parce qu'il y a des machines extrêmement énergivores ailleurs, et qui nous ont permis d'avoir cette société d'emploi tertiaire. On ne pourrait pas se permettre de payer les gens à réfléchir s'il n'y avait pas toute cette énergie consommée à côté. Vous avez, avec d'autres scientifiques, publié une tribune, une invitation au président de la République et au gouvernement à revoir leur politique dans ce domaine, et vous plaidez pour cette autre voie qui s'appelle les réacteurs à sel fondu. Alors, qu'est-ce que les réacteurs à sel fondu? On en a très peu entendu parler jusqu'à présent. Oui, alors quand on parle énergie nucléaire, on pense tout de suite aux réacteurs actuels. Donc actuellement, on a les réacteurs de deuxième génération qui sont ceux qui fonctionnent, les 58 réacteurs français. La fameuse troisième génération dont on entend beaucoup parler, c'est l'EPR de Flamanville qui devrait finir par ouvrir. Mais effectivement, il y a un argument anti-nucléaire que je retiens parfaitement, qui est que les réserves d'uranium ne sont pas infinies, qu'elles finiront par en manquer aussi. Alors bon, au rythme actuel, c'est dans une centaine d'années, on a le temps de voir venir, mais quand même l'argument est pertinent.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nucléaire, il y a pas qu'une seule façon de faire des réacteurs nucléaires, il y en a plein. Et entre autres, il y a ce qu'on appelle la génération 4, donc, ou encore la surgénération, qui peut fonctionner avec des sels fondus. Et là, on peut avoir des milliers d'années de réserves devant nous. Je dis bien des milliers d'années de réserves énergétiques devant nous. Donc, c'est pas du tout de la science-fiction. Le problème, c'est que en France, on avait de l'avance dans ce domaine avec les surgénérateurs Phénix et Super Phénix, qui fonctionnaient mal, mais quand même, qui ont montré que le principe était faisable. Dans les années 90, ça a été fermé. Et puis en France, on vient d'annoncer là récemment l'abandon des recherches dans le domaine. Donc là-dessus, on est en train de se faire complètement dépasser puisque les Russes ont démarré un réacteur de génération 4 il y a environ 2 ans. À ma connaissance, ça fonctionne bien. Et on a là probablement un avenir énergétique important avec ce thème-là, avec cette technologie. Et on est en train de passer à côté d'une manière générale du futur de l'énergie, à mon avis. Mon avis, c'est que sans nucléaire, notre société ne fonctionnera pas. Le nucléaire, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas d'énergie renouvelable. Il ne s'agit pas forcément de les mettre en concurrence. Il s'agit de dire que le nucléaire est la seule source d'énergie à l'heure actuellement que nous connaissions qui puisse permettre aux pays riches, évolués, développés, de continuer à vivre de manière, je dirais, évoluée. Alors, ça ne veut pas dire gaspiller tout ce qu'on peut gaspiller, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire pour consommer moins. Je suis favorable à l'efficacité et à la sobriété, mais je pense encore une fois que cette société développée, où les gens réfléchissent, où les gens peuvent faire du social, avoir accès aux soins médicaux, avoir accès à l'éducation, cette société a besoin d'une énergie abondante, et la seule solution que je vois pour réellement remplacer les énergies fossiles, ce sont les technologies nucléaires. Et en particulier celle-ci, comme d'autres. Ça veut dire que l'abandon du nucléaire, prôné par certains, pratiquement, Bertrand Cassauret, vous prévenez les futurs dirigeants politiques dans les années qui viennent, vous feront presque regretter les gilets jaunes d'aujourd'hui, qui apparaîtront comme bien sympathiques tellement la révolte du peuple risque d'être grave. C'est un peu ce que vous sous-entendez. Mais complètement, le manque d'énergie est potentiellement catastrophique. Alors, on a tous conscience de ce que c'est qu'une catastrophe nucléaire, à peu près. On a à peu près tous conscience, on prend conscience de ce que c'est que les problèmes liés aux énergies fossiles, le réchauffement climatique, pollution. Par contre, on a assez peu conscience des conséquences du manque d'énergie. Et si on manque d'énergie, on va inévitablement vers la décroissance économique. L'énergie et la croissance économique sont complètement liées. Alors bon, je ne suis pas un partisan de la croissance perpétuelle. Je sais très bien qu'on est dans un monde fini et que la croissance perpétuelle, elle est impossible. Néanmoins, prôner la décroissance, la simplicité volontaire, la sobriété, j'ai du mal à y croire. Ça veut dire tout simplement prôner la pauvreté. Et imposer la pauvreté, oui, quand même, c'est difficile. On pourrait citer Michel Rocard, qui nous disait « La décroissance peut nous mener à la guerre civile ». Et je crois qu'il avait complètement raison. Et jusqu'ici, consommation d'énergie et croissance économique ont absolument toujours été liées. Donc la décorrélation semble encore lointaine. On fait un peu mieux. On a une intensité énergétique qui progresse, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire un point de PIB, on a besoin d'un peu moins d'énergie qu'il y a 50 ans. Dans les pays riches, parce qu'on a désindustrialisé beaucoup nos pays. Donc c'est vrai que quand on fait de l'assurance et du service aux personnes, on peut faire travailler des gens avec moins d'énergie que quand on fait de la sidérurgie. Mais bon, à l'échelle mondiale, ça fonctionne pas. Et puis même à l'échelle française, on
on a besoin d'énergie pour faire fonctionner les activités humaines. La consommation d'énergie est directement liée aux activités humaines. Et donc, moins d'énergie, c'est moins d'activités humaines. Moins d'activités, c'est moins de services rendus d'une manière générale. Donc, c'est une vie plus simple. Alors, ça paraît pas forcément embêtant comme ça, s'il s'agit seulement d'avoir moins de grands écrans de téléviseur ou s'il s'agit de moins partir en vacances. Mais bon, une vie plus simple, c'est une vie où on a des logements de moindre qualité, à une époque où il faudrait au contraire avoir des logements super isolés. C'est une vie où on a moins accès aux soins médicaux, à l'éducation, etc. Et effectivement, c'est une vie plus pauvre d'une manière générale. Pour moi, la richesse, faudrait définir ce que c'est que la richesse. En tout cas, la lutte contre la pauvreté, ça va avec la consommation d'énergie. Et votre livre a été en tête des ventes, il continue de très très bien marcher, Bertrand Cassauret, Transition énergétique, ces vérités qui dérangent. Et si le livre dérange aussi, c'est que finalement, dans ces vérités qui dérangent, vous nous expliquez qu'il n'y a pas de solution, finalement, sauf de continuer sur le modèle actuel, de le pérenniser, de trouver un modèle plus propre que le nucléaire. Vous avez pris cet exemple à travers le sel. Mais en gros, tout ce que les politiques... Alors pourquoi les politiques finalement? C'est ça aussi ce qui nous dérange, qui sont sincères peut-être au fond d'eux-mêmes. Connaissent-ils mal le dossier? Quand ils vous expliquent qu'on va couvrir la France d'éoliennes, c'est fantastique et ça va résoudre tous les problèmes. Est-ce qu'ils connaissent mal le sujet ou est-ce que c'est facile à dire finalement pour une élection à court terme dans les 3-4 ans qui viennent? Il y a un peu les deux. Il y a beaucoup de politiques qui connaissent mal le sujet, ça c'est clair. Les politiques, je pense que la plupart sont des économistes, donc s'il s'agit de parler d'inflation, de monnaie, etc., c'est leur truc. Par contre, comprendre la différence entre les watts et les watt-heures, je pense que pour beaucoup c'est déjà bien compliqué. Il y a quand même quelques politiques qui semblent avoir compris correctement tout ça. Mais quand on est politique, si on veut se faire élire, on est obligé de faire passer un message optimiste, de dire ça va aller, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, sinon on n'est pas élu. Et effectivement, moi, ça tombe bien, je me présente pas aux élections, donc je peux me permettre d'avoir un message qui me paraît plus réaliste, qui est de dire non, notre société ne tient qu'avec une abondance énergétique, et donc la baisse de la consommation d'énergie va inéluctablement entraîner nos sociétés vers le déclin. Alors il y a un thème qui est relativement à la mode ces derniers temps, c'est le thème de l'effondrement, la collapsologie, l'effondrement. Il y a des gens qui pensent même que nos sociétés risquent l'effondrement. Ça sont les survivalistes un peu qui sont sur ce thème. Oui, un petit peu. Voilà, il y a de ça. Alors souvent tout de suite on pense un peu à des doudingues, mais c'est pas idiot, le thème de l'effondrement. Ça a été étudié dès le début des années 70 par les gens du Club de Rome, qui ont essayé de modéliser ça de manière très scientifique. C'est les gens du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Et non, leurs théories sont pas du tout fantaisistes. Bon, moi, je suis pas encore aussi pessimiste que ça, mais en tout cas, que nos sociétés déclinent par manque d'énergie, oui, je pense que c'est quelque chose qui risque très fortement d'arriver. À l'heure actuelle, on n'a pas d'autre. Faut comprendre que tous les ans, on doit augmenter la consommation, donc l'extraction de charbon, de gaz et de pétrole. Et tous les ans, grosso modo, on rajoute en pétrole l'équivalent de la France dans le monde. Donc tous les ans, il faut en extraire plus que l'année d'avant, il faut en raffiner plus que l'année d'avant, il faut en transporter plus, en distribuer plus. C'est un raisonnement qui aura forcément une limite. Et donc le prochain choc pétrolier, il nous prend au nez. Quand est-ce qu'il arrivera, j'en sais rien, mais il arrivera probablement bien avant le siècle prochain. Il arriverait même dans les quelques années qui viennent, que je serais vraiment pas surpris. Et on sait ce que c'est qu'un choc pétrolier. On en a eu en 74 et 79. Ça entraîne la crise économique, le chômage.
Il y a même des économistes très sérieux qui nous montrent que le pétrole y est pour beaucoup, le manque de pétrole y est pour beaucoup dans la crise de 2008. Faut pas oublier que le prix du baril de pétrole était à son maximum historique juste avant la crise de 2008, donc il y a vraiment un rapport. Et donc le manque de pétrole va forcément arriver tôt ou tard, empêchant les pays pauvres de sortir de leur pauvreté et empêchant les pays riches de continuer à vivre comme ils vivent. Et avec des conflits potentiels, des conflits comme on a vu la guerre du Golfe pour le pétrole, et des conflits sociaux de gens qui évidemment seront touchés par la pauvreté et n'arriveront pas à comprendre que ce qui se passe, quoi. Bertrand Casseret, votre livre a comme sous-titre « Ces vérités qui dérangent, transition énergétique ». Moi, je mettrais aussi « Vous n'écouterez plus les politiques de la même manière après l'avoir lu ». Voilà, c'est tout simplement parce que le politique qui vous dit « Avec moi, ce sera stop au nucléaire, des énergies renouvelables, mais rassurez-vous, elles ne seront pas en face de votre fenêtre, et plus de pouvoir d'achat », bah finalement… Alors, c'est ça. Ça, et ben voilà, il y a un bug à l'arrivée. Avec moins d'énergie, là je n'y crois pas du tout, effectivement. Ouais. Et voilà, un livre vraiment de bon sens. C'est vraiment un des livres qui dérange en ce moment, c'est le cas de le dire, parce qu'il nous interpelle sur des vérités. Et pourtant, ces vérités relèvent du bon sens. Et on a tellement perdu le bon sens aujourd'hui, Bertrand Casseret, qu'on est surpris, on met en tête des ventes un livre qui finalement relève que du bon sens. Et c'est une très bonne chose. Croyez-moi, c'est un compliment. Hein. Voilà. Voilà. Vous êtes ingénieur, vous êtes docteur en génie électrique, maître de conférence à l'université d'Artois. Merci de nous avoir résumé cet ouvrage qui est en plus très facile à lire, très bien écrit, très pédagogique. Transition énergétique, ces vérités qui dérangent, donc de Bertrand Casseret. Merci. Merci à vous.